Vladimir Poutine a de nombreux problèmes. Sa guerre en Ukraine a duré bien plus longtemps qu'il ne le pensait. Presque tout l'Occident s'est retourné contre lui. Et soyons honnêtes, il prend tellement de l'âge qu'il sera parti depuis longtemps avant que l'Ukraine ne tombe jamais. Il ne pensait pas que la France deviendrait un tel problème, sans même tirer un seul coup de feu. La France a frappé la Russie là où ça fait mal, devenant du jour au lendemain le plus gros problème de Poutine, ou devrions-nous dire ses problèmes. Il y a deux façons dont la France a porté un coup rapide à la Russie ces derniers jours. La seconde est particulièrement importante, car elle aide l'Ukraine à faire quelque chose qu'elle a désespérément besoin de faire. Vous le découvrirez si vous continuez à regarder. Quant au premier coup, la France vient de prendre le contrôle de l'un des nombreux pétroliers fantômes qui aident la Russie à expédier illégalement son pétrole dans le monde entier. Le 2 janvier, BBC News a annoncé que la France avait saisi un pétrolier soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe en Méditerranée. Le Grinch, qui, nous le promettons, n'est pas Jim Carrey, sous un déguisement élaboré, a été saisi parce qu'il était soumis à des sanctions internationales et soupçonné de naviguer sous un faux pavillon, selon le président français, Emmanuel Macron. L'équipage du pétrolier a sûrement eu l'impression que Noël leur était volé lorsque la marine française a pris d'assaut le navire. La marine a mené une fouille approfondie qui a conduit les autorités maritimes du pays à conclure que la marine avait confirmé les doutes quant à la régularité du pavillon. Cela signifie que le navire russe battait pavillon d'un autre pays, une astuce courante utilisée par la flotte fantôme pour éviter les soupçons. Après la saisie, Emmanuel Macron a publié sur X un message apparemment destiné à Vladimir Poutine. « Nous ne tolérerons aucune violation », a déclaré Emmanuel Macron, avant de détailler ce qu'a fait la marine française. L'opération a été menée en haute mer en Méditerranée, avec le soutien de plusieurs de nos alliés. Elle a été réalisée dans le strict respect de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Une enquête judiciaire a été ouverte. Le navire a été dérouté. Emmanuel Macron a ajouté que la mention des alliés est un indice du fait que la France n'a pas agi seule. Le matin du 2 janvier, elle a reçu l'aide d'un allié clé, le Royaume-Uni. D'après LBC, un navire de la Royal Navy surveillait le pétrolier de la flotte fantôme avant l'intervention de la marine française. Le média indique que John Healey, secrétaire à la défense britannique, a révélé que le Royaume-Uni a apporté un soutien aux autorités françaises. Alors que Grinch traversait le détroit de Gibraltar, cela a parfaitement du sens. Le détroit de Gibraltar est un passage maritime étroit entre la pointe sud de l'Espagne et le nord de l'Afrique. Il offre une route de transit sûre pour les navires entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Le Royaume-Uni y maintient une base sur la petite île rocheuse du même nom. LBC affirme que le Royaume-Uni a déployé le HMS Dagger, probablement depuis cette base, pour suivre le navire furtif de la Russie alors qu'il entrait en Méditerranée, battant pavillon des Comores, qui est une nation d'Afrique de l'Est. Beaucoup peineraient à le situer sur une carte. Le Grinch a continué en Méditerranée, où les autorités françaises l'ont saisi. Le Grinch était une cible évidente car sanctionné par le Royaume-Uni, l'UE et les États-Unis. Il a été accusé de faire partie de la flotte fantôme permettant à l'argent du pétrole de continuer à affluer vers la Russie malgré les sanctions de ces trois entités. LBC précise que des enquêtes ont montré que le navire venait de Mamansk, en Russie, mais sa destination reste inconnue, car il a été intercepté entre l'Espagne et le Maroc. Le Royaume-Uni intervient pour la deuxième fois en quelques semaines dans la saisie d'un pétrolier de la flotte fantôme. En janvier, les États-Unis ont ciblé deux navires, l'un dans les Caraïbes, l'autre dans l'Atlantique Nord, soupçonnés de transporter du pétrole entre la Russie et le Venezuela. L'un de ces navires, désormais nommé le Marinera, mais auparavant appelé le Bella One, avait mené les forces américaines dans une course-poursuite sur des centaines de kilomètres en mer. Après une première tentative, les États-Unis ont intercepté le navire entre l'Écosse et l'Islande, où il naviguait sous pavillon du Guyana. Dans ce cas, le Royaume-Uni a fourni un soutien logistique, rapporte Sky News. Il a autorisé les États-Unis à utiliser plusieurs bases et mis à disposition le RFA Tide Force, habituellement navire ravitailleur, pour les poursuivants américains. Un avion de la Royal Air Force a aussi assuré une surveillance aérienne pour garantir le bon déroulement des opérations américaines. Le Royaume-Uni était occupé avec la flotte fantôme, mais dans les deux cas, il a joué un rôle de soutien. C'est la France qui a fait la une des journaux le 2 janvier en portant un coup dur à la flotte fantôme. Cela va déstabiliser Poutine. Perdre un autre navire douteux est la dernière chose que voulait le président russe, car il dépend de ses vieux pétroliers pour apporter de l'argent en Russie, alors que le pays a besoin de chaque centime. La Russie a formé sa flotte fantôme pour contourner les sanctions occidentales imposées depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. The Guardian propose un résumé utile de ce qu'est cette flotte.
L'Est est composé de centaines de pétroliers non réglementés et anciens que la Russie a achetés partout dans le monde, naviguant souvent dans un état de délabrement. Ils deviendraient illégaux à exploiter s'ils subissaient de vraies inspections. Ces navires transportent du pétrole russe vers des pays comme l'Inde, la Chine, le Venezuela et toute autre nation prête à acheter le pétrole sanctionné de la Russie aux énormes rabais que Poutine propose. Cette flotte est immense. The Guardian estime la flotte fantôme russe à 1000 navires, 423 pétroliers, dont 920 et 1 sanctionné par au moins l'une des 3 entités mentionnées plus tôt. Ces chiffres proviennent de Lloyd's List Intelligence et ne sont pas définitifs. La flotte fantôme pourrait être plus vaste que ces chiffres ne le suggèrent. Voilà le problème d'une flotte secrète. Il est toujours difficile de connaître le nombre exact de navires. Dans ce contexte, la saisie d'un pétrolier de la flotte fantôme par la France n'est pas un coup dur pour la Russie. Le pétrolier saisi ne naviguera plus, mais d'autres le remplaceront. Il y a une raison pour laquelle Poutine a dépensé des milliards de dollars, en mai 2025 selon le magazine Ukrainian Shipping, pour constituer cette flotte. Après tout, cependant, bien plus important que la saisie du Grinch est le message que le retrait du navire des flots envoie à la Russie. La France observe, et elle n'est pas seule, puisque le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous deux pris des mesures actives ces dernières semaines pour limiter l'activité de la flotte fantôme, partout où ils le peuvent. Une flotte qui opérait autrefois en toute impunité, est désormais sous surveillance plus étroite que jamais. La surveillance entraîne des risques. Poutine devra utiliser la flotte fantôme pour livrer et récupérer du fret. Il n'a pas d'autre choix. Le pétrole reste une source majeure de revenus pour la Russie, même vendu à prix réduit. Avec son fort déficit budgétaire, sans accès au crédit international et des réserves de devises bloquées, la Russie a besoin d'accéder à autant de sources de revenus que possible, et le pétrole est l'une des plus importantes de ces sources. Désormais, Poutine sait que les pays sanctionneurs surveillent. Chaque navire de la flotte fantôme quittant la Russie peut désormais être capturé à tout moment, surtout en eaux européennes ou américaines. Notre pointe est simple. La France a saisi un navire aujourd'hui. Demain, elle pourrait, avec ses alliés, lancer une campagne pour neutraliser un maximum de navires de la flotte fantôme. Si cela arrive, Poutine ne pourra rien y faire. Parce que la nature même de cette flotte signifie que la Russie ne peut pas proclamer la propriété des navires saisis, en raison de ses tentatives de faire semblant que ces navires ne font pas ce qu'ils font évidemment. Comme le souligne le Centre européen de politique, l'Europe a toute la légitimité juridique pour rendre ces saisies plus fréquentes, grâce à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui autorise à agir contre une navigation jugée dangereuse, ainsi qu'aux conventions Marpol et SOLAS. Des lois autorisent la rétention des navires non conformes aux normes de sécurité. La Russie n'aura aucun fondement juridique pour récupérer ces navires saisis. Petite parenthèse, vous regardez The Military Show. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Une fois cela fait, revenez vite, car nous allons traiter un sujet évoqué au début. Le second coup de la France a frappé la Russie en plein ventre. La capture d'un navire de la flotte fantôme reste un grand événement. Pour l'Ukraine, engagée dans une guerre d'usure, la victoire dépend de sa capacité à résister plus longtemps que la Russie financièrement et militairement. La deuxième révélation est la plus importante. Cette révélation, c'est que la France a officiellement dépassé les États-Unis pour devenir le plus grand fournisseur de renseignements militaires à l'Ukraine en janvier, juste moins d'une semaine avant la saisie du Grinch. Business Insider a rapporté qu'Emmanuel Macron a averti la Russie que la France fournit maintenant les 2/3 des renseignements utilisés par l'Ukraine contre elle. Nous avons appris cette nouvelle lors du discours du Nouvel An d'Emmanuel Macron à l'armée française. Alors que l'Ukraine dépendait massivement de la capacité de renseignement américaine il y a un an, aujourd'hui, les 2/3 sont fournis par la France. Cette révélation est majeure pour l'aide à l'Ukraine à s'émanciper des États-Unis, surtout alors qu'on ignore la quantité de renseignements fournis par l'Amérique. Restez avec nous, nous allons approfondir ce sujet et expliquer son importance pour l'Ukraine. La France devient le principal partenaire en renseignement, selon Business Insider, illustrant sa volonté de devenir leader militaire régional en Europe, alors que l'administration Trump pousse le continent à prendre davantage la responsabilité de sa propre défense. The Kiev Independent détaille dans son rapport sur Emmanuel Macron pourquoi le renseignement, quelle que soit la source, est crucial pour l'Ukraine. Chaque information que l'Ukraine obtient est importante. Les images satellites récentes et de qualité sont remarquables. Ce renseignement peut avertir l'Ukraine sur les positions russes ou les cibles à atteindre avec ses missiles et drones longue portée. Il complète les drones de reconnaissance qui surveillent constamment le sol depuis le ciel ukrainien. Et vous voyez l'idée.
nous ne savons pas grand-chose sur les types de renseignements que la France fournit à l'Ukraine. Cependant, nous avons de nombreux indices, y compris une déclaration faite par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. En mars 2025, Sébastien Lecornu a déclaré sur France Inter que la France était prête à partager tous les renseignements utiles à l'Ukraine. Selon sa déclaration, notre renseignement est souverain, construit sur nos propres capacités, et nous le partageons avec les Ukrainiens. Est-ce révélateur ? Comme Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu n'a pas donné plus de détails. Sa référence à un système de renseignement souverain a poussé de nombreux analystes à penser que la France fournit probablement des renseignements à l'Ukraine. Grâce à sa constellation de satellites militaires CSO, ou composantes spatiales optiques, le déploiement complet du CSO a été achevé en 2025. Notamment, le dernier des 3 satellites de la constellation à être envoyé dans l'espace a été transporté jusqu'à son site de lancement par un avion ukrainien, An-100 24, ce qui suggère qu'un partenariat était en préparation, bien avant que quiconque ne révèle son existence. Militani explique que les 3 satellites, identiques, offrent les mêmes capacités de construction et utilisent des systèmes optiques basés sur le télescope Korch. Les miroirs sont faits de céramique en verre zéro d'or, ultra stable, avec un coefficient de dilatation thermique quasi nul. Les satellites CSO ont aussi un canal d'imagerie infrarouge. Chacun possède aussi plusieurs télescopes permettant de photographier une même cible sous divers angles. La modélisation du terrain en 4D est très utile. Pour l'Ukraine, cette fonctionnalité justifie à elle seule une collaboration avec la France. Une autre raison est que ce ne sont pas uniquement les satellites qui sont bien conçus. L'ensemble de la structure du CSO est brillant du point de vue du renseignement. Chacun des 3 satellites a un objectif défini. Cela permet au trio de travailler en tandem pour fournir des données extrêmement précises sur ce qui se passe au sol. En Ukraine, CSO-1 est le satellite qui vole le plus haut, puisqu'il opère à une altitude de 800 km, soit environ 497 miles. C'est l'aperçu général, le collecteur de renseignements qui offre une reconnaissance à grande échelle, grâce à des photos prises avec une résolution allant jusqu'à 5 cm, soit environ 13,7 pouces par pixel. C'est une résolution suffisamment élevée pour identifier des éléments comme la position des véhicules blindés et des avions russes. Ensuite, le CSO-2, logiquement nommé, vole à 480 km d'altitude, soit environ 298 miles. Ce satellite fournit des images avec une résolution de 18 cm, soit environ 7 pouces par pixel. Mais la haute résolution fait la différence entre identifier un char au sol et pouvoir déterminer la marque et le modèle précis du char déployé. Le satellite peut identifier les leurs, évitant à l'Ukraine de gaspiller des munitions sur de fausses cibles sans danger réel. Le seul inconvénient est que CSO-2 opère dans une orbite exposée à des traces de l'atmosphère terrestre. Où cela pose-t-il problème et continuera-t-il d'en poser ? Donc, la durée de vie de ce satellite est limitée à environ 10 ans. Il a été lancé en 20, la France espère pouvoir le remplacer en 30. Enfin, CSO-3 est presque identique à CSO-1, en termes d'orbite, d'altitude et de clarté des photos. Cependant, il remplit un rôle différent. CSO augmente ce qu'on appelle le taux de revisite. Ce terme désigne la fréquence d'imagerie d'une zone. C'est un concept assez simple. CSO1 et CSO3 fonctionnent tous les deux à la même altitude, mais à des phases orbitales différentes. Si CSO1 fournit une vue d'ensemble d'une zone avant de passer à autre chose, CSO3 passera au-dessus de la même zone quelques heures plus tard. Pour actualiser l'image, CSO s'assure que les images dont dispose l'Ukraine ont moins de 12 heures, chaque satellite étant sur un cycle orbital standard de 24 heures. Et l'Ukraine pourrait en profiter bien davantage. Des images capturées par les 4 satellites commerciaux, Pléiades et Pléiades Neo, lancés en orbite entre 2011 et 2021 par Airbus Defence and Space. L'Ukraine a de nouveau contribué au déploiement de cette constellation. Il n'est donc pas exagéré de supposer qu'elle reçoit aussi des images. Après tout, Pléiades, Neo 3 et 4 ont été lancés dans l'espace à l'aide de fusées Vega qui contenaient des moteurs RD-843 ukrainiens fabriqués à Dnipro. Ces 2 satellites fournissent une résolution de quelques centimètres, soit 11,8 pouces par pixel permettant de capturer des images de bande de 14 km, soit 8,69 miles. Ajoutez Pléiades 1A et Pléiades 1B, qui capturent des images de territoire jusqu'à 20 km, soit 12,4 miles, à des résolutions de 50 cm, soit 19,6 pouces par pixel. Et vous obtenez un mélange grisant d'images satellites disponibles commercialement. De plus, il y a la constellation Capacité de renseignement électromagnétique spatial, ou CERES, composée de 3 satellites. Encore une fois,
Des fusées ukrainiennes ont aidé à mettre ces satellites en orbite. Les 3 fonctionnent à environ 700 km d'altitude, soit environ 434,9 miles. Ce trio de satellites diffère un peu de ceux déjà mentionnés. Ils restent en formation triangulaire pour localiser et trianguler les sources d'émissions radio terrestres. Si l'Ukraine a besoin de connaître la source d'un signal radio ou de découvrir si un signal pertinent existe, ce sont les satellites adaptés à cette tâche. Malheureusement, il y a des limites à ce que ces satellites peuvent faire pour l'Ukraine. Aucun ne paraît apte à servir de système d'alerte précoce, par exemple pour les lancements de missiles balistiques russes. Toute l'Europe rencontre ce problème. La France n'a pas de satellite radar, mais reçoit des images d'Italie et d'Allemagne, qu'elle pourrait transmettre à l'Ukraine. Sinon, ces 2 pays pourraient transmettre directement les images, devenant ainsi une partie du renseignement ukrainien, non couvert par la France. Nous venons de partager beaucoup d'informations techniques, alors respirez profondément, car nous allons revenir à la question. Pourquoi ? Les renseignements que la France fournit à l'Ukraine sont extrêmement importants, du point de vue de la prise de distance de l'Ukraine vis-à-vis des États-Unis. L'Ukraine n'est jamais sûre que l'administration Trump lui fournira les renseignements nécessaires. Si les montagnes russes, vécues par l'Ukraine avec les États-Unis en 2025, nous ont appris quelque chose, c'est bien cela. La relation entre les 2 pays peut changer du jour au lendemain, souvent en fonction de l'avancée des pourparlers de paix avec la Russie. En mars 2025, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Mike Waltz, a confirmé que l'Amérique avait suspendu le partage de renseignements militaires avec l'Ukraine. Après une réunion désastreuse à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le Kiev Independent rapporte que Trump a menacé de couper l'Ukraine si elle refusait un plan de paix désastreux, malgré un accès rapidement rétabli. L'Ukraine aurait dû céder des territoires clés à la Russie. Il reste incertain à quel point les États-Unis partagent des renseignements avec l'Ukraine. Ils partagent des informations, mais il reste débattu si l'administration Trump fournissait à l'Ukraine autant de renseignements que celle de Joe Biden. Pour l'Ukraine, la France apparaît désormais comme un partenaire de renseignement plus stable que les États-Unis cette année. Cela représente déjà un problème majeur pour Poutine. Il est peu probable qu'il pense pouvoir manipuler Macron comme il le fait avec Trump. Il y a des limites aux renseignements que la France peut donner, et l'Ukraine voudra garder les États-Unis comme partenaire clé si possible. Désormais, avec 2/3 des renseignements ukrainiens venant de France, le pays ne sera plus ignoré. Toutefois, si les États-Unis cessent encore leur soutien, rien n'est garanti. L'Ukraine aurait utilisé des renseignements français lors de frappes aériennes de 8 heures dans l'Ukraine occupée, détruisant plusieurs systèmes de défense aérienne et nœuds radars russes. Découvrez-en plus sur cette opération dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour une couverture plus approfondie des derniers développements concernant la situation du renseignement en Ukraine. Merci de nous avoir regardés.